Les questions 1, 2 et 3 sont associées à cet encadré. Que dit-il? J'arrive à l'aérodrome à 8 h, heure locale, ce matin de novembre. Je constate que l'herbe est couverte de gouttelettes d'eau, alors que les informations météo n'indiquent qu'aucune pluie n'a été observée pendant la nuit. Question 1. Le phénomène observé est A. de la gelée blanche, B. de la rosée, C. du brouillard, D. de la bruine. Les gouttelettes d'eau sur l'herbe sont de la rosée. La réponse à cette question est la réponse B. Question 2. Il est possible de conclure que, au cours de cette nuit, au voisinage du sol, A. le taux d'humidité relative a atteint 100%. B. la température est passée en dessous de 0 degré Celsius. C. la pression a baissé en dessous de 1013 hectopascales. D. le taux d'humidité relative a atteint 75%. Pour qu'il puisse y avoir condensation et formation de gouttelettes sur l'herbe, donc apparition de la rosée, il faut que le taux d'humidité atteigne les 100%. La réponse à cette question est la réponse A. Question 3. Cette nuit de la vapeur d'eau a subi un changement d'état qui se nomme A. Cristallisation, B. Évaporation, C. Condensation, D. Sublimation. Regardons les différents changements d'état. Nous avons ici un état gazeux de l'eau. Cet état gazeux s'est transformé en état liquide. Selon le schéma que je vous propose, il s'agit donc d'un changement d'état qui se nomme liquéfaction. Nous pouvons constater que le terme liquéfaction n'apparaît pas dans les 4 propositions. Pourquoi? Eh bien parce que, vulgairement, on associe le terme condensation au passage de l'état gazeux à l'état liquide. La réponse à la question 3 est la réponse C. Mais faites très attention à bien connaître ce schéma, car le terme liquéfaction pourrait apparaître dans une proposition. La cristallisation, il s'agit de la formation d'un cristal. L'évaporation, il s'agit de la vaporisation, c'est-à-dire le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Et la sublimation, le passage de l'état solide à l'état gazeux. Les questions 4, 5, 6 et 7 sont associées à cet encadré. Que nous dit-il? Un ballon-sonde ou ballon stratosphérique réalisé par des élèves au cours d'un atelier scientifique mesure différents paramètres atmosphériques au cours de son ascension. Un ballon-sonde peut mesurer par exemple des mesures de température, de pression, d'humidité. À un instant donné, on a relevé les paramètres suivants. Donc il est 14h34, heure locale, altitude 4000 mètres, température moins 1 degré Celsius. Question 4. D'une manière générale, lorsque le ballon-sonde poursuit son ascension dans la troposphère, A. La pression et la température vont diminuer et la densité de l'air va augmenter. B. La pression, la température et la densité vont diminuer. C. La pression, la température, la densité vont augmenter. D. La pression va augmenter alors que la température et la densité vont diminuer. Qu'en est-il? Que se passe-t-il concernant la pression? Voici un graphique de Météo France qui nous indique que lorsque l'altitude augmente, la pression diminue. En effet, plus on monte en altitude, moins on a de molécules d'air et donc moins il y a de pression atmosphérique. En ce qui concerne la température, on regarde ici dans la troposphère, du sol jusqu'à la tropopause, que la température diminue de façon quasi linéaire. Donc la pression et la température diminuent. Qu'en est-il de la densité de l'air? Eh bien, la densité de l'air, pour notre réflexion, nous allons l'associer à la masse volumique de l'air. Cette masse volumique de l'air, on peut la calculer grâce à la formule masse divisée par volume. Imaginons un volume fixe, déterminé,
dans lequel il y a quelques molécules d'air au sol. Il y a donc une certaine masse. Si je fais en sorte que ce volume monte en altitude, nous allons avoir moins de molécules d'air dans ce même volume, et donc la masse va diminuer. Ce qui provoque ainsi une diminution de la masse volumique. Nous avons donc ici une pression, une température et une densité de l'air qui vont diminuer. La réponse à cette question est la réponse B. Question 5. À nos latitudes, le ballon sonde qui a pris la photo se trouve A dans la stratosphère, B dans la troposphère, C dans la mésosphère, D au niveau de la tropopause. Nous avons une photo qui est prise à 4000 mètres, ce qui correspond à 4 km. 4 km se trouve à peu près ici. Nous sommes donc dans la troposphère, puisque du sol jusqu'à la tropopause, environ 11 km, nous avons affaire à la troposphère. La réponse à cette question est donc la réponse B. Question 6. Dans les conditions de l'atmosphère standard, 1000 mètres au-dessus du ballon, c'est-à-dire 5000 mètres, il faut s'attendre à A. Une température de l'ordre de -7 degrés Celsius. B. Une température de l'ordre de +6 degrés Celsius. C. Une température de l'ordre de 0 degrés Celsius. Ou D. Une température de l'ordre de -20 degrés Celsius. Nous sommes à 4000 mètres. Le capteur de température du ballon sonde nous indique -1 degré Celsius. On cherche donc à savoir, selon l'atmosphère standard, quelle est la température qu'il fera lorsque nous serons à 5000 mètres, c'est-à-dire 1000 mètres au-dessus. Que faut-il savoir? Eh bien, dans l'atmosphère standard, lorsque l'on monte de 1000 pieds, on va perdre en température 2 degrés Celsius. Ce qui est équivalent à monter de 1000 mètres et perdre 6 degrés Celsius. Ici, nous avons gagné 1000 mètres, donc nous avons perdu 6 degrés. Nous étions déjà à -1 degré Celsius. Nous allons donc avoir une température à 5000 mètres de 7 degrés Celsius selon les conditions de l'atmosphère standard. La réponse à cette question est donc la réponse A. Question 7. À 4000 mètres, le capteur du ballon sonde révèle une température de -1 degré Celsius. Nous en concluons que l'atmosphère à 4000 mètres est A. Plus froide que l'atmosphère standard, B. Conforme à l'atmosphère standard, C. Plus chaude que l'atmosphère standard, D. Plus riche en antioxygène qu'au niveau du sol. Dans l'atmosphère standard, au niveau du sol, nous sommes à 15 degrés Celsius. Si nous montons de 4000 mètres, nous avons donc perdu en température, puisque la température diminue avec l'altitude. Nous avons perdu combien? Nous savons que pour 1000 mètres d'altitude, nous perdons 6 degrés Celsius. Donc pour 4000 mètres, nous perdons 4 fois plus, à savoir 24 degrés Celsius. C'est-à-dire qu'à 4000 mètres, nous devrions être à -9 degrés Celsius, c'est-à-dire 15 moins 24, moins 9 degrés Celsius. Or, nous sommes à -1 degré Celsius selon le capteur du ballon sonde. Nous avons donc une atmosphère, ici, qui est plus chaude que l'atmosphère standard. Attention, pourquoi plus chaude? Eh bien, parce que -1 degré Celsius est bien plus important que -9 degrés Celsius. En effet, il fait moins froid à -1 degré Celsius qu'à -9 degrés Celsius.
Pour les questions qui vont suivre, nous allons utiliser une carte TEMSI, temps significatif prévu à heure fixe. Dans cette carte TEMSI, il va y avoir un certain nombre de symboles. Donc ces symboles ne sont a priori pas à connaître par cœur, puisqu'ici, dans ce sujet 2019, on nous propose les symboles, la localisation, mais aussi les différents types de nuages. Pour détailler, nous avons ici donc la pluie, qui est représentée par des traits, la bruine, une petite goutte, la pluie se congélant comme ceci, la neige avec une petite étoile, l'averse, un triangle avec une pointe vers le bas, de la grêle avec une pointe vers le haut, un givrage faible, un givrage modéré et un givrage fort. La brume est distinguée du brouillard. Nous avons 2 traits parallèles pour la brume et 3 traits pour le brouillard. Bon, l'éruption volcanique, c'est quelque chose qui, a priori, en France n'est pas à considérer, mais si vous voyagez à l'étranger, vous pourriez le trouver dans les cartes TEMSI. Vous avez aussi des symboles pour la fumée, la forte brume, tempête de sable. Donc, pareil, pour en France, c'est assez peu significatif, de la brume sèche, des turbulences modérées, des turbulences fortes. Donc ça aussi à prendre en considération dans la carte TEMSI. 4 turbulences en air clair, des lignes de grains forts, des orages, des ondes qui sont significatives et marquées, et les cyclones tropicaux, et vous avez aussi chasse-neige élevée. Dans les localisations, ce qui peut nous intéresser, nous, c'est surtout en Normandie, ce sont près des côtes, localement, éventuellement en surface au sol ou en mer. Concernant les nuages, on va avoir donc des CB, donc des cumulonimbus, qui peuvent être isolés, qui peuvent être bien séparés, qui peuvent être peu ou pas séparés, ou qui peuvent être noyés dans la masse, c'est-à-dire noyés dans des couches de nuages. Il y a également la fragmentation du ciel. Donc si par exemple vous séparez le ciel en 8 parties, eh bien on peut considérer différentes portions de ce ciel où il y a des nuages. Donc le ciel clair, on va avoir 0 octets qui vont être pris. Few, c'est-à-dire peu de nuages, de 1 à 2 parts qui vont être pris dans le ciel sur les 8. On peut avoir aussi épars entre 3 et 4. Et puis on va commencer à avoir plus de nuages. Donc là on va parler de broken, des nuages fragmentés entre 5 et 7. Donc là ça commence à être assez significatif. Quand vous avez une couche de nuages en broken, eh bien ce sera un plafond à considérer, puisque là vous allez avoir peut-être un souci du point de vue de la hauteur de sécurité. Donc à partir de broken et ensuite overcast, donc OVC, couvert, 8 octas, il faudra donc faire très très attention à cette altitude. Donc à partir de ces symboles, normalement, vous devriez pouvoir être capable de répondre aux questions qui vont suivre. Pour les questions suivantes, on va utiliser cette carte TEMSI, qui est une carte TEMSI européenne, et non pas une carte TEMSI française, comme est indiqué ici EUROC. Donc, les questions suivantes vont être liées à cette carte que l'on va réutiliser au fur et à mesure des questions. Question 8. En zoomant sur cette partie de la carte, on identifie la présence A d'un front chaud, B d'un front occlus, C d'un front froid, D d'un front stationnaire. Nous avons ici affaire à une ligne avec des petits triangles bleus. Il s'agit donc d'un front froid. Le front chaud est caractérisé par une ligne rouge avec des demi-cercles teintés. Le front occlus, ce sera une ligne violette avec des triangles et des demi-cercles, triangles
demi-cercle. Donc la réponse à cette question est la réponse C. Question 9. Un front froid, A avance plus vite qu'un front chaud, B avance à la même vitesse qu'un front chaud, C avance moins vite qu'un front chaud, D ne se déplace pas. Un front froid se déplace à environ 50 km/h et va plus vite qu'un front chaud. La réponse à cette question est la réponse A. Question 10. En zoomant sur cette partie de la carte, la flèche représente quoi? A. Le sens de déplacement d'une perturbation. B. Le sens d'un jet stream. C. La position d'un front froid. D. La position d'un front chaud. Ici, c'est une flèche caractéristique qui indique la présence d'un jet stream et le sens de déplacement. La réponse à cette question est la réponse B. Question 11. L'avion commercial qui effectue le trajet de X vers Y, OFL 380, devra prévoir A. Plus de carburant que pour le trajet Y vers X, B. Moins de carburant que pour le trajet Y vers X, C. La même quantité de carburant, D. N'a pas à calculer sa quantité de carburant. Il y a dans le sens de X vers Y, nous avons un jet stream. C'est un fort courant qui va forcément augmenter la vitesse sol de l'avion. Si nous avions un trajet Y vers X, nous aurions ce vent de face, donc une vitesse sol moins importante. Nous allons devoir ici avoir nécessité de moins de carburant du trajet de X vers Y que du trajet Y vers X, puisque nous avons du vent dans les fesses qui va nous faire avancer plus vite par rapport au sol. La réponse à cette question est donc la réponse B. Question 12. Sur une carte thème ci, parmi les 4 symboles ci-dessous, lequel n'est pas l'annonce d'un phénomène dangereux? A. 0°C 180, B. CB, C. Le symbole avec un demi-cercle et 2 traits verticaux, et D. Un signe avec une sorte de petite flèche en zigzag. Il suffit donc de regarder la planche qu'on nous a proposée de ces symboles. CB correspond au cumulonimbus, C correspond à du givrage et D correspond à de l'orage. Ce sont 3 symboles qui correspondent à des phénomènes dangereux. Seul le A, qui correspond finalement à l'isotherme, c'est-à-dire les endroits où il va faire 0°C et ce qui correspond au flight level 180. Donc la réponse à cette question est la réponse A. Nous avons ici une carte des vents et qui nous indique également les pressions atmosphériques. Nous allons donc utiliser cette carte pour répondre aux questions suivantes. Question 13. À l'aide de la carte ci-dessus, il est possible d'affirmer qu'il y a sur la Normandie A. un anticyclone, B. un talweg, C. un marée barométrique, D. une dépression. Faut-il déjà visualiser la Normandie? Per chance, nous sommes normands, nous savons où est située la Normandie. Qu'en est-il sur la carte? Ici, nous pouvons constater qu'il y a une pression inférieure à 1013 hectopascales. Il ne s'agit donc pas d'un anticyclone. Il ne s'agit pas non plus d'un marée barométrique. Le marée barométrique correspondrait à cette situation où nous avons une zone très large, très étalée, où la pression est identique. S'agit-il d'une dépression ou d'un talweg? Le talweg est ici en représentation. Nous avons donc des pressions qui sont des pressions correspondant à une zone de dépression, mais nous avons ici une caractéristique. Nous avons ici, vous voyez, les lignes qui vont créer ce que l'on appelle un creux barométrique. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. Nous avons bien des cercles tout autour sans avoir un creux barométrique. Il s'agit donc d'une dépression.
La réponse à cette question est la réponse D. La carte qui nous est proposée va nous servir pour répondre à diverses questions. Nous avons plusieurs zones, la 1, la 2, la 3 et la 4. Nous avons ici une zone de dépression, ici une zone d'anticyclone. Nous allons donc utiliser toutes ces informations pour répondre aux questions suivantes. Question 14. Les courbes fermées représentent A. les lignes d'égale température, B. les lignes d'égale pression, C. les lignes d'égale humidité, D. les lignes d'égale ensoleillement. Les lignes qui sont fermées sont des lignes ici où il y a des valeurs. Ici, on peut lire par exemple 1025, ici 1010. Il s'agit de pression atmosphérique, donc on lit ces valeurs 1025 hectopascal, 1010 hectopascal. Ici, ces lignes, ce sont des lignes d'égale pression, que l'on appelle encore des isobars. La réponse à cette question est la réponse B. Question 15. L'anticyclone est situé dans la zone A1, B3, C2, D4. L'anticyclone est situé dans la zone où il y a une pression atmosphérique supérieure à la pression atmosphérique standard, 1013,25 hectopascal. Nous sommes dans la zone 2. Il s'agit donc de la réponse C. Question 16. Sur la carte des isobars, la dépression est caractérisée par A. des isobars fermés dont les valeurs de pression augmentent du centre vers l'extérieur. B. des isobars espacés et mal organisés. C. un axe de haute pression. D. des isobars fermés dont les valeurs de pression augmentent vers l'intérieur. Il ne s'agit pas de la réponse B, des isobars espacés et mal organisés. Un axe de haute pression, c'est une dorsale, donc ce n'est pas cette réponse. Essayons de nous schématiser une dépression. Imaginons, nous avons ici 970 hectopascal. Que va-t-il se passer plus loin? Eh bien, nous allons avoir par exemple 1080 hectopascal et ainsi de suite. Nous allons avoir des pressions qui vont être de plus en plus importantes, donc des valeurs de pression qui augmentent depuis le centre vers l'extérieur. Il s'agit donc de la réponse A. Question 17. Lorsque les isobars sont très serrés, A. les vents sont de faible intensité, B. les vents sont de forte intensité, C. les vents sont perpendiculaires aux isobars, D. l'intensité des vents est indépendante de la position relative des isobars. Ici, il faut prendre en considération la loi de Bernoulli. Imaginons un tube comme celui-ci où il va y avoir un fluide qui va circuler. Du fait d'avoir ici un diamètre moins important, nous allons avoir une vitesse d'écoulement qui va être plus importante. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce qu'imaginons que ce morceau de tuyau, par exemple, ici nous avons comme analogie une isobare et ici une isobare, et on a à un autre endroit les isobars qui se resserrent. Eh bien nous allons avoir pour des isobars qui se resserrent une vitesse d'écoulement du fluide qui va être plus importante, donc on va avoir des vents de plus forte intensité. La réponse à cette question est la réponse B. Question 18. Le pilote va de 1 vers 2. Que va-t-il subir? A. Du vent de face. B. Du vent de dos. C. Une dérive vers la gauche. D. Une dérive vers la droite. C'est une question assez difficile, plusieurs paramètres à prendre en jeu. Imaginons un trajet de 1 vers 2. Que rencontre-t-il? Il rencontre une dépression. Autour d'une dépression, le vent, ici, va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans le sens anti-horaire. Alors que autour d'un anticyclone, le vent va tourner dans le sens horaire. Nous allons donc avoir un vent qui va arriver
de par ici. Qu'en est-il de l'aéronef? L'aéronef va de 1 vers 2. Donc imaginons que l'aéronef soit ici. Il va subir, donc positionnez-vous dans l'avion. Il va de 1 vers 2, il est dans l'avion. Il va donc subir un vent qui vient de la droite. Pour vous, sur votre feuille, vous avez l'impression que le vent vient de la gauche. Mais attention, positionnez-vous dans l'avion. Le vent vient donc de la droite. Que va-t-il se passer? Puisque le vent vient de la droite, l'aéronef va subir une dérive. Il va dériver. Et il va dériver comment? Eh bien, il va dériver vers la gauche. Attention ici, toujours par rapport au pilote et non pas par rapport à vous qui regardez la carte. Il va y avoir donc une dérive vers la gauche, réponse C. Voici un message ATIS, Automatic Terminal Information Service, qui nous dit quoi? Bonjour, ici Montpellier Information, Fox, enregistré à 9h15 UTC, piste en service 12, gauche, 12, droite, vent 110 degrés, 10 nœuds, visibilité supérieure à 10 km, température 12, point de rosée 10, QNH 1024, Fox Echo 1023. À partir de cet ATIS, nous allons essayer de répondre aux deux questions suivantes. Question 19. Lorsqu'il va décoller, le pilote peut s'attendre à du vent de face, B, du vent de dos, C, du vent de travers droit, D, absence de vent. Si nous représentons la position de la piste, on nous dit que la piste est la piste 12. Puisque c'est la piste 12, cela signifie qu'elle est orientée vers le 120e degré. Rappelez-vous, 120e degré, on prend les deux premiers chiffres et ça nous donne le 12. Ici, 121, ce serait possible aussi, 122, ce serait possible aussi, 123, ce serait possible aussi, 124, ce serait possible aussi. Par contre, à partir de 125e degré, on passerait à la piste 13. Donc la piste, elle est orientée vers le 120e degré. Imaginons que la piste 12 soit ici vers le 120e degré. Le vent, lui, arrive d'environ 110 degrés, c'est-à-dire un peu comme ça. A priori, nous n'allons pas avoir un vent de travers. Le vent de travers, ce serait vraiment un vent qui viendrait de façon perpendiculaire à la piste. On ne va pas avoir du vent de dos, puis en général, on ne décolle pas avec du vent de dos. Et ici, on nous dit que le vent est 10 nœuds, donc il n'y a pas d'absence de vent. Ici, la réponse à la question est donc la réponse A, du vent de face. Question 20. La température et le point de rosée fournis par l'ATIS permettent au pilote de conclure que A. L'air est sec car la température et le point de rosée sont très proches. B. L'air est proche de la saturation car les deux températures sont très proches. C. L'air ne sera pas saturé en dessous de 5000 pieds. D. Le message ATIS ne me donne aucune information sur l'humidité ambiante. Lorsque la température et le point de rosée sont très proches, nous sommes proches de la saturation et donc potentiellement de l'apparition de brouillard. La réponse à cette question est la réponse B.